Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toucher les étoiles. Dans cet épisode, je vais vous raconter le parcours qu'on a fait, mon chéri et moi, pour que je puisse tomber enceinte. C'est un parcours qui a duré 4 ans. En réalité, il s'est passé peu de choses les 3 premières années. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis, là, tout s'est accéléré en 2023. Donc, c'est plus un épisode pour les personnes qui ont tout simplement envie d'écouter notre parcours. Il n'y aura pas spécialement, je pense, vraiment de leçons ou de principes ou de développement personnel plus que ça à tirer de ça. Donc, libre à vous de voir si cet épisode est fait pour vous. Je vais faire commencer l'histoire en novembre 2018 où c'est l'année de mes 30 ans. À ce moment-là, on habite à Londres avec mon chéri et je me rappelle très bien, on est sous la douche tous les deux, on discute et on sait que voilà, ce mois-là, je vais avoir 30 ans. Et il y a ce phénomène un peu culturel où on sait qu'à partir de 30 ans, si on veut avoir des enfants, ça serait bien qu'on s'y intéresse. Donc on sait qu'il y a des femmes qui tombent enceintes à 35, 38, 40 ou 45, il y a plein d'exemples. Je vous laisse penser ce que vous voulez de ce rapport à l'âge de la femme et au fait d'avoir un bébé, mais en tout cas nous on a commencé à se dire, on est bien dans nos vies, on se pose pas trop de cette question d'avoir un enfant, mais on aimerait malgré tout. Et vu que là, mine de rien, je vais célébrer bientôt mes 30 ans, qu'est-ce que t'en penses qu'on ouvre la porte au fait d'avoir un enfant ensemble? Donc on est tous les deux d'accord sur ça. Et dans ma tête, à ce moment-là, ça va se passer très vite. Dans ma tête, c'est sûr que je vais tomber enceinte dès la première fois. Donc on fait ce qu'on a à faire, je ne vais pas vous donner les détails. Je sais plus si en novembre, en décembre, j'ai spécialement regardé à chaque fois si j'ai fait un test de grossesse ou pas. Mais je me rappelle très bien d'un test de grossesse que j'ai fait en janvier pour le coup, puisque dans ma tête, c'était pas possible que ça prenne du temps pour moi de tomber enceinte, puisque les femmes de ma famille sont toutes tombées enceintes très rapidement. Au mois de janvier, moi j'étais en voyage en Amérique latine avec 2 amis et voilà, je venais de quitter mon chéri pour un voyage d'environ 2-3 semaines. Je sais que la date de mes règles, de mes lunes, vous mettez le mot que vous voulez, arrive et je suis un peu pressée de savoir si je suis enceinte, donc à 1 jour ou 2 avant qu'elles sont censées arriver, eh bien je fais un test de grossesse. À ce moment-là, je suis au Brésil et le test est négatif. Et je me rappelle de la déception que j'ai eue à ce moment-là et peut-être le doute qui a commencé à s'installer dans ma tête de se dire c'est bizarre, comment ça se fait que je tombe pas enceinte? Au fur et à mesure des mois, on a continué à essayer, mais sans jamais, pour moi c'est important de le préciser, mettre en place des actions qui vont vraiment faire bouger les choses. David et moi, donc mon chéri et moi, on est tous les deux des passionnés, donc en fait c'est très facile pour nous d'être aspirés par nos projets ou parce qu'on a envie de nourrir sur le moment, et puis cette difficulté par exemple d'avoir un bébé, on en parle de temps en temps bien sûr, et ça reste notre désir d'avoir un enfant, mais les choses font qu'en tout cas, on laisse couler en fait les choses et on se dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et bref, je vous la fais courte, mais sur la période 2019, 2020, 2021, 2022, donc c'est quand même 4 ans, on n'a pas fait tant de choses que ça, si ce n'est, moi je me disais peut-être que j'ai un truc qui bloque, c'était pas évident, mais on peut toujours trouver une fois qu'on se pose la question. Donc j'ai dû faire peut-être 3 ou 4 rendez-vous avec des thérapeutes, qui sont spécialisés sur ce genre de choses, mais il n'y a vraiment rien eu de concluant qui est sorti. Et on arrive fin 2022 et on se dit avec mon chéri que là, il faut vraiment que les choses changent. Donc on en parle plus autour de nous. Mon chéri en parle à des amis autour de lui, des personnes qui croisent, qui ont des difficultés à avoir des enfants, qui sont passés par des parcours de PMA, etc. Et puis on devient bien plus actif sur les prises de rendez-vous, essayer de trouver des solutions, essayer de comprendre pourquoi ça n'arrive pas. Le premier rendez-vous qu'on va faire, je crois que c'est aux alentours de février 2023. Et ce sera avec un magnétiseur, donc c'est vraiment moi qui veux aller le voir, et c'est mon chéri qui me suit là-dedans, mais ça n'aurait pas été son premier choix de base. Ça nous a été recommandé par une super personne qui nous a dit que, il me semble, c'est sa cousine qui est allée voir ce magnétiseur et qui est tombée enceinte vraiment pas longtemps après. Donc voilà, on va voir ce magnétiseur. Donc lui, il a plus fait une prière, honnêtement. Il a regardé un peu comment je fonctionnais, mais il n'y avait pas, selon lui, tant de choses que ça à travailler sur moi. Il a plus fait une prière à Marie, pour ceux que ça intéresse, en me disant que voilà, selon lui, il pensait vraiment qu'à la fin de l'année, je serais tombée enceinte. Dans le même temps, on est allé voir un docteur gynécologue sur Paris pour commencer des analyses beaucoup plus scientifiques, donc des analyses sanguines pour moi et pour mon chéri. Le gynéco a aussi observé, il me semble, mon ovulation. Je vous avoue que j'ai vite oublié de quoi il s'agissait. Et j'ai fait ce qu'on appelle une hystérosalpingographie. C'est une procédure assez rapide, quelques minutes, où on voit si l'œuf, il me semble, peut bien passer à travers les trompes, etc. Donc voilà. Pour moi, donc, tous ces tests-là s'avèrent bons. Pour l'instant, on ne détecte rien de mon côté.
Et du côté de David, on commence à détecter que peut-être on pourrait simplement commencer par booster sa fertilité. Donc avant de passer par des procédures plus engageantes comme la FIV, l'insémination artificielle, etc., les docteurs nous disent qu'on va juste tester de booster la fertilité de David. Donc là, on est en février à peu près. Le temps de faire les prises de sang, etc., et de voir on va dire, à quel cocktail ils vont lui proposer qui est le plus adapté à lui. On se retrouve facilement en avril-mai où David va démarrer un traitement, notamment avec du Clomid, au cas où ça puisse intéresser certains. Moi, je ne le savais pas à ce moment-là, mais apparemment, il faut à peu près 3 mois pour que le traitement fasse effet. Voilà. Entre-temps, petite anecdote très sympa, je vais faire un voyage en Égypte. Donc, on est au mois de mai et j'ai une espèce d'appel du cœur, on va dire, d'aller me faire une petite semaine en Égypte. Pour la première fois, j'en ai envie depuis des années. C'est un pays qui m'attire énormément. J'adore, moi, étudier les mystères de la vie. Et quoi de plus mystérieux que tous ces temples égyptiens, que toute cette histoire qui ne demande qu'à être découverte et à être comprise. Donc je me retrouve en Égypte. Et voilà, je raconte cette anecdote pour m'en rappeler, mais je me retrouve dans la pyramide de Khéops. Et il s'avère qu'à un moment donné, je croise une personne où on a un échange de quelques minutes, et allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, mais j'adore ce moment-là. Il me fait une espèce de lecture intuitive, et il me dit entre autres, voilà, tu as un chéri qui t'aime énormément, et à la fin de l'année, tu seras enceinte. Ou un truc du style, à la fin de l'année, tu auras un bébé dans le ventre, enfin quelque chose comme ça. Et je n'ai pas du tout raconté ma vie à cet homme-là, c'était très intriguant d'entendre ça. Et voilà, c'est un souvenir que je garderai pour moi parce que c'est un petit bout de mon histoire qui fait que je l'adore parce que, comme je vous l'ai dit, je suis une fan d'Égypte. C'est mystique, j'adore ce qui est mystique aussi. Et pour moi, c'est comme ça que l'histoire de cette première grossesse démarre aussi. Il y a ça dedans. Ça renforce mon lien avec l'Égypte. Enfin voilà, petite parenthèse que je ferme. On arrive très vite au mois de juillet, et au mois de juillet, avec David, on a beaucoup plus de temps, et donc on continue. De toute façon, là, tout ce qu'on a à faire d'un point de vue scientifique, c'est que David fasse son traitement et qu'on voit ce qui se passe pour nous. D'un point de vue du côté où on va regarder les médecines alternatives, regarder ce qui peut se passer peut-être au niveau de notre inconscient, peut-être à d'autres niveaux, David et moi, on va chacun voir, on va dire, des thérapeutes. Donc moi, je vais voir une dame, je me rappelle jamais le titre de son activité. J'en ai parlé dans un précédent podcast qui s'appelle le syndrome du jumeau perdu. Donc je raconte toute l'histoire là-dedans, si jamais vous avez envie d'aller l'écouter, là je vais vous la faire en rapide. Donc le syndrome du jumeau perdu, c'est juste le fait qu'il est possible que quand on soit, nous, dans le ventre de notre mère, il y ait eu un jumeau dans les premiers jours, les premières semaines, et la plupart du temps, cette deuxième enfant, on va dire, disparaît très rapidement, mais ça peut laisser une empreinte sur l'enfant qui reste. Je sais pas du tout si c'est arrivé à ma mère et donc à moi en étant dans son ventre, mais en tout cas, vivre cette histoire-là avec cette thérapeute-là m'a fait libérer quelque chose. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'était juste un support pour me faire libérer quelque chose? Dans tous les cas, il y a quelque chose qui a été libéré, ça j'en suis sûre. Et voilà, donc je vous dis tout ça, j'ai aucune idée d'à quel point ça a pu avoir un impact sur le fait que je tombe enceinte plus tard ou pas, je n'en sais rien, mais c'est juste pour vous donner tous les détails. Donc on est toujours en juillet, on vient de vivre l'expérience avec ses thérapeutes, on est en fait en vacances, on va dire, chez la mère de David, Bernie. Et puis, je me rappelle vraiment de ce moment-là où je leur dis: «Vous savez, moi, il y a un truc là, je suis dans une phase de vie où en fait, j'ai encore plus envie maintenant vraiment d'avoir un enfant. Je le veux vraiment et j'aimerais vraiment tomber enceinte en septembre». Et en fait, je sais qu'à ce moment-là, pour moi, je suis arrivée dans une étape de vie, dans une phase de vie où j'ai coché un peu plusieurs choses que je pense que j'avais envie de cocher au plus profond de moi. Je pense que j'avais envie de me prouver que je pouvais très bien prendre soin de moi financièrement. Et j'avais aussi coché le fait d'être arrivée à un certain niveau de confiance en moi dans mes projets professionnels pour me dire ok, maintenant j'ai compris le truc, j'ai confiance en moi, dans ma capacité à créer une carrière professionnelle qui m'épanouit, qui est riche et que le succès que j'ai à l'heure actuelle, on va dire, dans ma carrière, je peux le multiplier fois 10, fois 50. Enfin voilà, j'ai cette confiance maintenant en moi. Et donc ça fait que je me sens totalement prête là à accueillir un bébé dans ma vie. Et quand je dis ça à David et Bernie, je leur dis moi je suis vraiment prête maintenant à tomber enceinte, j'en ai vraiment envie et j'adorerais que ça arrive en septembre. Et je vous dis ça plus pour vous dire, est-ce que c'est aussi un élément qui a joué dans la balance? Je ne sais pas. Donc après ces vacances chez Bernie, j'avais programmé des vacances avec ma mère et mes sœurs dans le centre de la France. En plus, on faisait une belle surprise pour les 60 ans de ma mère à ce moment-là. Et j'ai une forme d'intuition où je me dis, je décalerais bien quand même les vacances d'un jour
pour pouvoir rentrer un jour plus tôt à Paris, retrouver mon chéri donc à la fin du mois. Et c'est très calculé de ma part, c'est parce que je savais que j'allais être dans mon jour d'ovulation ce jour-là et que ce serait dommage en fait de le rater. Donc ma famille est super cool, enfin voilà, tout le monde accepte, je leur explique pas pourquoi, mais tout le monde accepte de décaler d'un jour, et même le proprio d'ailleurs, du lieu que j'avais loué. Et je peux effectivement retrouver mon chéri, donc on est le 29 juillet, et voilà, me réveiller avec lui le 30 juillet. Et je sais qu'on m'a souvent dit, il faut pas calculer, il faut vivre sa vie simplement, sauf que quand tu as envie de tomber enceinte, tu es quand même consciente de tes jours de fertilité. Et en fait, dans tous les cas, en tout cas pour ma part ce jour-là, même si psychologiquement j'ai envie de tomber enceinte, d'un point de vue biologique, le jour de ma fertilité, ma libido est au rendez-vous, on va dire. Donc, et ça, c'est peut-être pour s'il y a des gens qui m'écoutent et qui entendent cette phrase qu'on leur répète, calculez pas, calculez pas, calculez pas. Moi, j'ai calculé que ce serait bien à ce moment-là que je suis avec mon chéri. Et c'est vrai que c'était vraiment pile poil le jour de la fertilité. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, pile poil le jour où j'ovule, j'ai une libido vraiment naturelle ce jour-là. Donc c'est pas nécessairement les jours d'avant, ça peut être 1 ou 2 jours avant aussi, mais c'est pas 5 jours avant, 5 jours après. C'est vraiment pile poil à ce moment-là, quoi. Que la libido est plus forte. Donc désolée pour les détails, j'espère que c'est pas trop intime ce que je partage ou trop dérangeant. C'est plus, je me demande en fait, combien de femmes pour qui c'est pareil ou pas. Bref, donc j'ai vraiment juste 2-3 jours à passer avec mon chéri, puisque il me semble que c'est le 1er août. Je les quitte déjà pour, moi, aller vivre mes petites aventures, hein. Je suis, si jamais vous ne me connaissez pas, je suis une voyageuse et une personne qui adore se former, qui adore vivre des expériences. Donc là, je repars à l'aventure, on va dire, donc le 1er août pour aller vivre une petite expérience un peu nouvelle au Danemark. Et là, les choses vont commencer à s'accélérer, sans que je les comprenne. Mais avec du recul, je vois comme tout s'est accéléré. Donc j'arrive au Danemark et j'arrive même exactement dans ma chambre où je vais loger pendant 5 jours, 1 semaine, un truc comme ça. Et il se passe un truc particulier quand j'arrive dans cette chambre, c'est que j'ai un flash. Un flash particulier que, il me semble que je l'ai peut-être 1 à 2 fois par an depuis 2016. Et à chaque fois que j'ai ce flash, je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver. Donc c'est un flash qui dure, une espèce d'intuition par la vision, par le ressenti très particulier, qui dure, je sais même pas 1 seconde, je crois, j'en sais rien. Et à chaque fois, ça me fait un effet tellement bizarre parce que ça n'a rien à voir avec ce que je vis. Et c'est un flash que je n'ai jamais compris. Ce flash-là, il a commencé à partir de 2016, suite à une expérience où j'ai fait 10 jours de méditation dans le silence, qui s'appelle Vipassana. Et je sais plus du tout d'ailleurs si c'est pendant cette... ouais, je crois que c'est pendant ces 10 jours ou vraiment juste après que j'ai commencé à avoir cette espèce de flash qui n'est pas exactement forcément toujours le même, mais je sais moi que c'est le même puisque c'est la même ambiance, c'est un décor cohérent, c'est toujours un style de décor similaire. Il y a une énergie complètement délicieuse. Donc c'est une énergie où en fait j'ai l'impression de baigner d'amour, d'être entourée de plein de personnes que j'aime, de vivre un super moment. Et pourtant dans ces flashs-là, je ne vois personne. Et à chaque fois que j'ai eu ces flashs-là, j'avais envie de replonger dedans et de voir la scène autour, de voir mais est-ce qu'il y a du monde avec moi? Qui est avec moi? Où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi je me sens si bien? Pourquoi l'énergie est si belle? Donc ça, c'est dans l'énergie et dans le décor. Ça a toujours été un décor où en fait, ça ressemble à l'automne-hiver parce que il fait pas très beau en soi. Enfin, il fait même plutôt gris sombre, pluvieux, froid, frais. J'ai pas froid, mais il fait frisquet, voilà. Faut être couvert, quoi. Et c'est un décor qui me fait penser à un décor un peu londonien, mais je sais pas si c'est Londres, parce qu'à chaque fois les flashs sont un poil différents et je suis dehors. C'est une période un peu pluvieuse parce que le sol il est pas, il est mouillé en fait de pluie. Voilà, je vous donne tous ces détails-là parce que c'est juste un flash qui, même à l'heure actuelle, quand j'y repense, je me dis mais il est dingue celui-là. Et c'est vraiment le seul flash que j'ai, enfin j'ai déjà fait un épisode où je raconte un peu des petites intuitions, etc. que j'ai eues qui sont complètement différentes de cette sorte de vision, de ressenti que j'ai, et encore une fois, que depuis 2016, je vis 1 à 2 fois par an, peut-être 3 fois par an, grand max. Il y a une fois où ça m'a vraiment surprise parce qu'en fait, à chaque fois, c'est arrivé à des moments incompréhensibles. Je me rappelle notamment d'une fois, en fait, c'était tellement incompréhensible que je me suis arrêtée de marcher net.
Et en fait, on était à l'aéroport, il me semble que ça doit être l'aéroport de Malaga, en Espagne. Je suis vraiment juste dans le mood, ok, je pousse mon caddie avec mes valises et je suis dans le mood où je cherche la zone de check-in pour enregistrer mes valises. Je suis pas du tout dans un état méditatif, enfin, rien quoi, je suis juste, voilà, je cherche le check-in. Et j'ai ce flash, ce même type de flash en fait. Je sais à chaque fois que c'est la même histoire, que c'est au sujet de la même chose, qui me traverse. Et là, je me rappelle à ce moment-là, je m'arrête dans l'aéroport et je bug. Ça m'est arrivé plusieurs fois, encore une fois. Et là, donc ça m'arrive de nouveau, je suis au Danemark, dans cette chambre-là, j'ai ce flash. Et de nouveau, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous raconte ça parce que il va revenir un peu plus fort, ce flash, quelques jours plus tard, vous allez voir. Donc ça, on est le 1er août, hein, toujours. Hein. Entre-temps, en fait, je suis en train de vivre une sorte de retraite. Et l'enseignant, on va dire, nous met dans une sorte d'état de méditation. Hein, c'est assez rapide, c'est rien de transcendant. Un état de concentration tout simple, quoi, où on va poser une intention. Et en fait, ce qui me vient et qui m'étonne, c'est « je veux construire une famille ». Et je sais que ça vient de quelque chose de vrai en moi à ce moment-là. Et ça me touche parce que jusqu'ici, dans ma vie, quand il s'agissait de poser des intentions, dans des accompagnements, c'était toujours une intention finalement, soit au sujet de ma carrière professionnelle, soit autour de moi, on va dire, avoir plus confiance en moi, voilà, meilleure estime, plus d'amour, etc. Enfin, ce genre de choses, quoi. Et là, pour la première fois, en fait, j'ai pas spécialement envie de mettre des intentions ni sur moi, ni sur mon travail. Et ce qui me vient naturellement, c'est en fait, ouais, j'ai envie de bâtir une famille maintenant. Et c'est vraiment pas un mood de manque, malgré le fait qu'on soit toujours dans ce parcours-là avec mon chéri, mais c'est un mood d'inspiration où j'ai toujours eu l'impression que la famille que j'avais envie de construire, j'avais envie de pouvoir être une espèce de maman, on va dire, leader, qui est inspirée par créer une famille de leaders. Et c'est pas du tout un ego trip de ma part, c'est vraiment, ben ouais, moi ça m'inspire de créer un écosystème pour ma famille, pour mes enfants, pour mon chéri, pour moi aussi bien entendu, qui fasse qu'on puisse révéler le meilleur de nous-mêmes, nous tous. Et ça, ce sont pas des choses que je conscientise à ce moment-là, c'est quelque chose qui est avec moi depuis des années, hein, cette envie-là où je me dis, ouais, je pense que le jour où je vais construire une famille, ça m'inspire, d'être dans cette attitude-là. Enfin bref, voilà, j'ai cette espèce d'élan qui naît en moi, et ça me touche énormément. C'est nouveau pour moi de me connecter à cette intention-là, et moi je la trouve belle dans mon expérience. Elle est connectée à mon cœur. Le lendemain, je sais plus. Hein. En tout cas, le 4 août, ça je peux m'en rappeler parce que j'ai les archives. Je vous écris des stories. Je vais pas développer, mais j'explique tout le passage par lequel je suis passée vis-à-vis du rôle de mère, où j'avais le fantasme de vouloir éviter toute souffrance à mes enfants, et où au final, la vie a fait que je grandisse vis-à-vis de ça et que je réalise que finalement le plus important pour moi, c'était pas d'éviter la souffrance à mes enfants, mais de faire en sorte qu'ils apprennent à savoir les traverser. Et les jours que je suis en train de vivre me font réaliser à quel point je suis prête, plus que prête à être maman. Et dans une story suivante, j'écris « Alors voilà, même si j'avais lâché cette exigence, mon histoire c'est que je suis devenue la mère que je voulais devenir. Celle qui n'empêche pas les blessures et les difficultés, car elle comprend toute la force, l'amour et la beauté qu'elles contiennent. Mais celle qui enseigne la guérison, la résilience et l'alignement pour vivre pleinement la vie dans toute sa splendeur. » Et donc voilà, je vous dis ça le 4 août et puis je m'apprête à vous dire justement, voilà, ce matin, j'ai eu cette intuition de me dire maintenant je veux bâtir une famille. Et en fait, je n'arrive pas à vous le dire, mon intuition me dit non, ça tu leur dis pas, non, ça tu leur dis pas. Je fais confiance en tout cas, c'était pas le moment pour moi de vous dire ça, je ne sais pas pourquoi exactement. La retraite que je suis en train de vivre se finit et puis j'ai quelques jours de battement où là j'en profite pour visiter Copenhague. J'arrive dans les rues de Copenhague et qu'est-ce que je découvre ? Je découvre des rues qui ressemblent aux flashs que j'ai régulièrement depuis 2016. Et comme j'ai eu un flash il y a peu de jours avant, du coup ça m'y fait repenser. Et je me dis c'est drôle, on dirait pour le coup vraiment on dirait que c'est ici où ça se passe ces flashs. Mais j'en sais rien. Et en fait, à ce moment-là, j'ai envie, encore une fois, de faire une story Instagram et de vous partager toute cette histoire de flash qui date depuis 2016. Et puis je lâche prise, je le fais pas parce que je me dis que ça va être long à expliquer. Et voilà, je ne le fais pas. Donc j'ai, je crois, quasiment une semaine où je me prends, on va dire, des vacances tranquillement à Copenhague pour visiter. Parce qu'après, en fait, de toute façon, j'allais rempiler sur un deuxième voyage pour moi. Donc je prévoyais pas de rentrer tout de suite et retrouver mon chéri. Et on est le 12 août. Le 12 août, où dans la matinée, je me dis tiens, ça va bientôt se terminer ces jours
off en train de visiter Copenhague, ce serait bien que je prévoie mes règles qui vont arriver très bientôt. À ce moment-là, je pensais qu'elle allait arriver d'ailleurs le lendemain. Et donc, je file à la pharmacie m'acheter de quoi vivre cette période de lune. Et j'en profite pour acheter un test de grossesse parce qu'on ne sait jamais, mais franchement, dans ma tête, je me dis pas que je suis enceinte et que je vais voir un résultat positif, quoi. C'est juste un réflexe de me dire, bon, allez, on sait jamais. Comme ça, je suis passée à la pharmacie et hop, c'est fait. Je rentre dans ma chambre d'hôtel, je fais le test et il est positif. Donc c'est un test pas cher que j'avais pris pour vous dire parce que vraiment j'y croyais pas. Et en fait il y a une deuxième barre qui s'affiche, elle est pas très nette mais elle est là. Alors que tous les fois où j'ai fait des tests de grossesse, il n'y avait pas la deuxième barre. Mais j'y crois tellement pas, que je me dis tellement elle est pas bien nette cette barre, elle est pas aussi on va dire nette que l'autre, donc j'envoie un texto à ma sœur. Je lui montre la photo et je lui dis, à ton avis, c'est un test positif, tu penses que je suis enceinte? Mais vraiment, je m'attendais plus à ce qu'elle me dise, bon, pas forcément. Et elle me dit, au contraire, y a des chances que oui, ce serait bien que tu refasses le test dans 2-3 jours. Et donc là, ça me fait très bizarre en fait. Je retourne à la pharmacie pour acheter un deuxième test de grossesse pour vérifier si je suis bien enceinte. Un test plus cher cette fois, qui serait donc plus précis. Je rentre chez moi, je fais le test, et effectivement, ça indique que je suis enceinte depuis 1 ou 2 semaines. De toute façon, c'est le plus bas qu'on a quand on fait un test de grossesse. Et à ce moment-là, je suis super heureuse, vous pouvez vous en douter. Je suis aux anges, honnêtement. Je commence à regarder plein de choses sur internet, je commence à me dire quand est-ce que j'accoucherai du coup, commencer à calculer ma date. Pour calculer la date potentielle d'accouchement, il y a 2 manières de faire, soit on va regarder la date du premier jour de notre dernière règle, soit la date de conception. Donc moi je connais les deux. Donc je vais dans mon Notion, moi j'enregistre mes dates de règles dans cet outil. Et je réalise une première chose importante, c'est que moi je pensais que j'allais avoir mes règles le lendemain, je sais pas pourquoi, alors qu'en fait j'allais les avoir dans 3 ou 4 jours plus tard. Et donc j'ai fait un test de grossesse très en avance quelque part, qu'on n'est pas censé faire aussitôt. Surtout pour le test pas cher que j'ai fait la première fois avec juste les 2 barres. Et donc ça me conforte encore plus dans le fait de me dire, en fait, ouais, je suis vraiment enceinte parce que ça a du sens que la barre était pas si nette que ça, vu qu'en fait j'ai fait le test mais trop en avance. Donc je saute encore plus de joie, et puis ensuite je fais mon calcul sur internet, et puis je vois que je devrais accoucher entre le 22 et le 24 avril. Bon, je m'amuse à voir quel signe il pourrait être, un petit taureau, un petit bélier, en fonction de à quel point il va naître à la bonne date, on va dire, en avance. Et voilà, je passe la soirée à être sur mon petit nuage, quoi. Donc je vais me faire un petit resto toute seule. Alors avant, j'ai regardé du coup ce que je pouvais manger et pas manger. Je vais dans un petit resto thaï. Je me fais ce petit dîner en amoureuse avec moi-même toute seule. Et effectivement, ce sont les rues de Copenhague qui ressemblent étrangement au flash. Et je ne saurais pas vous dire même à l'heure actuelle si ce flash correspond à ce jour-là, à ce moment-là. Mais il pleuvait par intermittence, le sol était mouillé. J'en ai fait une photo d'ailleurs pour m'en rappeler. Et il faisait pas froid, pas chaud, un peu frisquet. J'étais dans ce mood de bonheur et en étant seule à la fois, mais pas si seule que ça, parce que ma sœur le savait, à distance. Mais j'étais bien. Et je me dis, peut-être que c'est ça. Peut-être que tous ces flashs que j'ai eus pendant des années, que je n'ai jamais compris, peut-être que c'était pour ce jour-là. Et je ne sais toujours pas à vous dire, mais je me dis c'est possible. Je me suis posée ensuite dans le hall de l'hôtel, j'ai regardé la pluie tomber cette soirée-là, et c'était juste un bonheur en fait, un bonheur pour moi de vivre ce moment-là, qui je pense va rester gravé longtemps dans ma mémoire. Toujours dans cette journée-là, dans cette soirée-là, donc je sais que je veux voir David en chair et en os pour lui dire. Le truc, c'est qu'on n'est que le 12 août et qu'à la base, je suis censée revoir David seulement le soir du 24 août. Je sais aussi qu'on est censé arriver dans un hôtel magnifique dans les Dolomites en Italie. Ça a toujours été un de mes rêves et on réalise ce rêve-là justement pour ces vacances d'été, donc qui sont en fin août. Et je me dis, si j'attends encore un peu, je pense que je vais pouvoir annoncer à mon chéri le 26 août du coup que je suis enceinte. Mais ça fait quand même 2 semaines d'attente. Mais sur le coup, je ne sais pas comment j'arrive à faire, à me dire, ok, je pense que je vais faire ça. Et donc, je maintiens mon planning qui est prévu pour l'instant. Donc, le lendemain, je passe ma journée du 13. Je flâne dans les rues de Copenhague pour acheter un cadeau à mon chéri. Et je trouve une tasse où c'est marqué « Best Dad Ever ». Donc, meilleur papa de tous les temps. Et je me dis, je lui offrirai ça pour lui annoncer que je suis enceinte.
Je trouve aussi des petits ustensiles pour faire manger bébé. Alors on n'y est pas du tout, mais c'est pas grave. Et donc voilà, je passe ma journée shopping, flâner dans les rues et puis avec ce bonheur, cette légèreté en fait de savoir que bah ça y est en fait, il y a un petit bébé en moi. Et ce que je trouve fou d'ailleurs, pour vous faire le parallèle avec le fait que le 4 août, je vous disais il y a quelques instants que je fais ces stories où je vous dis ça y est, je suis prête à être maman, que ce même jour ou un jour avant, je sais plus, je me dis j'ai envie de bâtir une famille, mais en fait, je me rends pas compte, mais j'ai déjà le bébé en moi et je ne le sais pas. Et je trouve ça tellement beau d'être autant alignée. Alors est-ce que c'est le fait que j'ai ce bébé en moi qui fait que j'ai ça qui émerge de moi, ou est-ce que du coup il y a ça qui émerge de moi parce que je suis prête et du coup le bébé est totalement prêt, ou alors est-ce que c'est juste des coïncidences? Enfin, on peut voir l'histoire de tellement de manières et je pense pas qu'on est obligé de se savoir exactement avec certitude, mais je trouve juste que cet angle-là, il existe et qu'il est trop beau. Et c'est pour ça que je raconte aussi cette histoire parce que je l'adore, c'est tout. Donc je passe la journée du 13 et la nuit du 13 au 14, elle est compliquée. J'ai du mal à dormir, je me réveille souvent et j'arrive pas à ne pas penser à mon chéri en fait, qui lui vit sa vie et il a aucune idée à ce moment-là que je suis enceinte, alors que ça la rendrait mais tellement heureux, je le sais. Et donc le matin du 14, je me dis ok en fait ça va pas le faire. Ça va pas le faire d'attendre 2 semaines pour pouvoir lui dire il faut que je rentre, il faut que j'annule tous mes plans, tant pis si je perds de l'argent, tant pis si je perds l'argent de choses que j'avais programmées pour moi. Hein. Et donc je prends un avion l'après-midi même. Et donc à ce moment-là, pour mon chéri c'est bizarre, hein. Je suis pas du genre à annuler des plans de voyage et de formation, etc. Parce que moi je vous l'ai dit, hein, j'adore ça. Mais j'arrive à trouver une manière de lui dire où je lui dis en fait c'est quoi, ça me saoule, c'est bon, j'ai assez voyagé, j'ai assez été loin on va dire de chez nous, j'ai juste envie de rentrer, c'est bon j'en ai assez. Et c'est plausible vu tout ce que j'avais fait cette année-là en termes de voyage et de formation, etc. Même s'il trouve ça un peu bizarre, parce que, encore une fois, c'est pas mon genre. Hein. Donc je rentre le 14, je le retrouve du coup le soir du 14, et je veux pas lui dire comme ça tout de suite dans le lit, parce que j'arrive tard, je crois que j'arrive à 22h ou minuit, je sais plus. Et je me dis non, je veux que ce soit dans la journée, je veux le filmer sans qu'il le sache. Hein. Et voilà, je veux immortaliser ce moment-là. Donc j'arrive à attendre, je sais pas comment, mais j'arrive à ne pas lui dire ce soir-là. Et le lendemain matin, on est le 15, et ben je commence à changer un petit peu le salon en fait, parce qu'on a notre canapé d'angle et on a une petite table. Et je me suis dit, je vais pousser la table, comme ça il y aura une vision bien dégagée pour immortaliser ce moment. Mon chéri se lève, il me dit, qu'est-ce que tu fais il comprend pas pourquoi je suis en train de bouger les meubles, quoi. Et je lui dis non, mais c'est parce que je teste des choses. Puis alors il y croit. Je dis je teste des choses pour voir comment on pourrait redesigner un peu le salon. J'ai envie de changement. Et il y croit. Je lui dis que j'aimerais bien lui montrer justement le mood board que j'aimerais faire pour le salon, donc des idées, voilà. Et en fait, c'est une manière pour moi d'essayer de faire en sorte qu'il puisse s'asseoir sur le canapé et que au final, au lieu de lui montrer ce mood board qui n'existe pas, je lui montre finalement, je lui donne sa tasse Best Dad Ever et s'il comprend pas, je lui montre le test de grossesse. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, lui, il s'installe sur la table à manger et il s'attend à ce que je vienne avec mon ordinateur à côté de lui pour lui montrer le mood board que j'ai préparé. Moi, à ce moment-là, j'installe vite fait la caméra, donc mon téléphone, pour pouvoir filmer. Et à ce moment-là, il me parle. Et moi, je suis dos à lui, je suis en train de mettre la caméra. Et il me dit, c'est bon, t'es prête? Et en fait, comme le son porte vers moi, mais que je suis dos à lui, je suis dégoûtée. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il me voit en train d'installer tout ça. Heureusement, je le saurai après, il le voit pas du tout. Il croit juste que je suis en train d'essayer d'arranger une bougie, d'arranger encore une fois la déco. Et donc, il ne voit rien. Mais ça, moi, je le sais pas. En fait, j'ai un coup de stress. Et je me retourne et je lui dis viens, maintenant viens dans le canapé. J'espère qu'il l'a pas vu, mais je crois qu'il l'a vu et que du coup il se doute de quelque chose. Enfin, je perds mes moyens à ce moment-là parce que je me dis merde, c'était pas prévu dans le plan hein, que ça se passe comme ça. Et donc il vient sur le canapé, je lui donne sa tasse Best Dad Ever et il me dit juste merci ma chérie. Il comprend pas forcément sur le coup. Pour lui, c'est juste un cadeau un peu pour se dire on va y arriver quoi. Et donc je lui montre après le test de grossesse, je lui montre en fait en craquant avant même que lui ait le temps de craquer, c'est moi qui pleure. Et il comprend très vite et voilà, et on s'enlace. On se fait un super câlin et puis je lui raconte en fait que ça fait 3 jours que je sais et que c'était dur en fait de tenir ça jusqu'au bout et qu'en fait c'est pour ça que je suis rentrée. C'est surtout parce que je tenais tellement à lui dire en vrai, en face. Et voilà, ça a été un très très beau moment qu'on a vécu tous les deux. Le soir, on est allé à un super restaurant pour célébrer ça. Mais voilà, on célèbre en tout cas cette grossesse inespérée comme ça.
Et donc on commence à s'intéresser à plein de choses, à se dire à qui on le dit, etc. Donc moi je suis plutôt du genre à vouloir dire les choses même si au final ça se passe mal, parce qu'en fait il y a cette règle des 3 premiers mois de grossesse où on ne dit pas si on est enceinte ou pas. Moi, je suis plutôt du genre à dire, et puis voilà, si je traverse une difficulté, je la traverse, c'est pas grave. Je sais pas exactement pourquoi est cette règle. Est-ce que c'est pour préserver notre entourage de nos difficultés? J'en sais rien. Est-ce que c'est pour... Je crois qu'il y a une forme de honte aussi parfois aux fausses couches, parce qu'il y a plus de risques de fausses couches en fait dans les 3 premiers mois, et de se rendre compte qu'il y a des difficultés. Je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, voilà, moi j'aurais plus été du genre à le dire. Et du côté de David, il préfère qu'on préserve certains membres de la famille, ce que je comprends totalement, qui seront aussi heureux que nous qu'on ait ce bébé. Et après, je savais que le 24 août, voilà, on allait voir nos mères et que j'allais pouvoir leur dire. Et ma mère, ça s'est fait de manière tellement spontanée. Voilà, là, elle a pleuré. Moi aussi, forcément, j'ai pleuré. Enfin, c'était beau, en fait, de pouvoir partager ce moment. Ensuite, on a pu le dire à la mère de David, pareil aussi, qui était enchantée vraiment de cette nouvelle. Et puis, on a pu partir, nous, en voyage en Italie. Et il s'avère que, on est allé dans les Dolomites, mais qu'après, on est retourné et qu'on avait déjà prévu, en fait, de retourner dans un hôtel qu'on a adoré, qui est au lac de Garde, où on avait célébré, en fait, notre voyage de noces après notre mariage en 2019. C'était drôle de retourner dans cet hôtel, mais cette fois enceinte. Voilà, et donc ce début de grossesse a juste été, d'un point de vue de nos attentes, on était comblés. Moi, j'ai eu la joie de sentir, bien sûr, que ça y est, j'étais enceinte, et l'inconvénient d'avoir du dégoût assez régulièrement, quasiment tous les jours, que j'ai appris pendant 3 mois à gérer. Donc c'est l'inconvénient, il faut le dire aussi. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, ce côté où ton corps, il y répond différemment, et donc il faut réapprendre à vivre avec. La fatigue aussi qui a été pas mal présente pour moi sur plein de jours. Et je vous dis tout ça parce que je pense que je vais arrêter cet épisode de podcast là. Et sur le prochain épisode de podcast, je vous raconterai comment finalement cette grossesse s'est terminée plutôt que ce qu'on l'imaginait. Donc au lieu d'arriver à terme et d'avoir un beau bébé comme je ne pouvais que me l'imaginer fin avril, l'histoire est différente. Il s'avère que j'ai dû vivre une IMG, donc une interruption médicale de grossesse, que j'ai aussi choisie bien sûr, et c'est pas un choix agréable, c'était un choix entre 2 choses qui me paraissaient compliquées, en fait, tous les choix étaient compliqués. Et ça, je vous le raconterai dans le prochain épisode. Comment finalement cette grossesse, au bout de 2 mois et demi, on était limite en train de frétiller, en train de se dire il nous reste que 2 semaines avant de pouvoir le dire enfin à tous les membres de notre famille, et moi de pouvoir vous le dire à vous, parce que c'est tellement important pour moi de pouvoir parler librement, surtout que j'ai une nature très spontanée dans ma manière de parler, et donc là je me mettais beaucoup de filtres, et en fait j'avais du mal à prendre la parole parce que ça peut aller très vite une fois que je parle, que ça dérape et qu'on comprenne ce qui se passe pour moi. Donc voilà, j'avais commencé à célébrer, à se dire plus que 2 semaines avant de pouvoir annoncer à tout le monde, et on s'en réjouissait, et puis finalement les choses ont pris une autre tournure, où c'est allé crescendo, où il y a eu beaucoup d'incertitudes, et puis ça, voilà, encore une fois, je vous le raconterai dans le prochain épisode. Néanmoins, je suis très heureuse d'avoir pu vous raconter ça. Alors, je sais pas ce que ça vous a apporté, si ce n'est peut-être de juste pouvoir écouter comme une copine qui te raconte son histoire de sa première grossesse. Mais moi, c'est aussi une manière pour moi de l'immortaliser. Et je la trouve tellement belle, et j'adore cette histoire. C'est l'histoire de mon premier bébé. Et il n'y en aura qu'une, en fait. Il n'y aura qu'une fois, je serai tombée enceinte pour la première fois, ce bébé, même s'il n'aura pas vu le jour, on va dire, dans la matière. On aura quand même partagé des moments ensemble, et en tout cas ce début-là qu'on a vécu au mélange de nos énergies, j'en suis ravie. Et voilà, dans le prochain épisode de podcast, je vous raconterai comment tout ça a basculé. Voilà, je vous laisse sur ça. Partagez-moi en commentaire vos retours, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.